Suivez-moi, mais essayez de ne pas trop filmer mon visage. Des enterrements, des enfants, j'en ai enterré plein, de trop, plus de 10 000. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux. Ensuite, je suis devenu thanatopracteur, donc je lave leur corps. Voilà, c'est ici que je m'occupe des enfants. Les enfants, les bébés, je les lave sur ces blocs. Je vais vous montrer. Je vais allumer l'eau. On fait comme ça. Je vous laisse imaginer. Ces affaires-là, elles appartenaient à un enfant de 4 ans et à un autre de 5 ans. Je les ai enterrés il y a 3 jours. Je vous montrerai après. Tous les deux étaient handicapés à cause de malformations congénitales. Dans ce cimetière, il n'y a que des enfants. Lui, c'est le cancer. Là, ce sont des malades morts du cancer. Et lui, il en est mort aussi. Là, c'est une petite fille. Là aussi, c'est une petite fille qui en est morte. Là aussi, c'est le cancer. Toujours le cancer. Depuis l'invasion américaine en 2003, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Il y en a de plus en plus. Des cancers, des malformations, des maladies qu'on ne connaît même pas. Ça touche tous les enfants, grands ou petits, tout petits parfois. 1 an, 2 ans, 4 ou 5 ans. C'est l'hôpital pédiatrique qui nous les amène en général. Ils nous disent que c'est dû aux guerres et aux résidus des bombardements. À Bassora, la mortalité est telle qu'il y a 3 cimetières pour enfants. Depuis 1991, le nombre de malformations congénitales ou de cancers a explosé. À sa naissance, il n'y avait rien d'anormal. Puis plus tard, on a remarqué un jaunissement du blanc de ses yeux. Nous ne savions pas ce que c'était, ni quoi faire. À l'hôpital, ils ont fait une transfusion sanguine, mais les cellules de son cerveau étaient déjà très endommagées. Les médecins nous ont dit qu'il vivrait 4 ou 5 ans maximum, qu'il n'y avait pas de traitement pour lui, qu'il fallait qu'on s'attende à ce qu'il meure. La nuit, je pense à tous ces morts. Je fais souvent des cauchemars et parfois je me réveille en sursaut. Je revois les scènes, les corps, et je me mets à pleurer. Mon cœur est brisé, à tout jamais. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je me console en me disant que c'est la volonté de Dieu. Pourtant, je continue de souffrir. Je visualise tout. Ça m'empêche de dormir. Au fond de moi, c'est comme si j'avais perdu mon propre fils. Ça me tord le ventre. Je me demande pourquoi ça nous arrive à nous. Est-ce qu'on mérite ça? Alors je me dis que c'est la volonté de Dieu. Rien que le mois dernier, on a enterré une vingtaine d'enfants avec des malformations. Sans parler des cancers. Dans la région de Bassora, le nombre d'enfants qui doivent vivre avec un handicap a lui aussi explosé. C'est le quotidien d'Abbas, le fils de Ghazi. Nera Momar, localité de 2000 habitants, à 30 km de Bassora, à l'extrême sud du pays. Ghazi Chanouf est l'un des chefs tribaux du village. Derrière lui, son fils de 10 ans. قال من اثر التلوث مال البيئه اللي عندكم بالمنطقه طول العمر. لا خلي شوف. عبوسي. هم سويت العمليه بشيراز وطلبنا قالوا ودي عنا فط ووعدونا ما نفذوا لنا شيء. وهذا. اقول بس. قالوا سوي العمليه بشيراز وما وعدتنا النفط وما سوينا اي نتيجه. واليوم باكر مو بس هو اشكال هواي من جهه منطقتنا. حلو الشر. ايوه والله. ايوه. حلو ها. والله الشر. الدخن. بس والنار لكن شو الدخن؟ اي. وينه؟ لو. ايه وينه؟ الدخن بس ما تبين. ها.
حبوسي بو النار هذا عيونك سبب دخان وسبب هذا النفط اليمني هن عيونك يشرحن. بابا شوف ذاك الدخان بابا هذا هم كان هنا عندنا بمنطقتنا هسه حاليا هم نفس الشيء عيونك راحن من سبب الدخان بابا. بابا ذاك شوف ما تشوفه؟ ايوه. لهذا السبب عيونك راح من عند الدخان والنفط والغاز. زين بابا؟ خابات عقبه تكبر ايش بين عيونك؟ قال ما عيوني ما بيجي شيء بس من ورا النفط ورا الغاز عيوني تدمرن. والدوله ما الدوله سوت لك شيء؟ لا سلاب. لا والله. والله. ايش بيهم؟ ايه. تو ودوك؟ ما حد وداني. ما حد وداك؟ ايه اكبر نقوس الدولي. لا والله. والله. بعد روحي حبيبي الله يشافيك ان شاء الله يا ابو. شوف شو سابع هذا الدخان قدامك هو السبب البيئه اللي تاثرت به. شنو هذا؟ دخان ذاك الدخان شوفه وهذاك النار هو اللي ياثر على عيونك. L'Irak est le 5e producteur mondial de pétrole. Toutes les grandes compagnies internationales y sont représentées. L'essentiel de cette manne, qui a généré plus de 115 milliards de dollars de recettes en 2022, se trouve dans cette région. Les habitants n'en tirent aucun bénéfice, bien au contraire, car ici la population est pauvre. Dans la maison voisine de Ghazi vivent Fatima et Zeneb, des jumelles de 19 ans. يعني ماكو مثل مستوى واكو تعرف الناس تجرح وش اسمه وتنمر فسبب ما أعرف لا قمت وش اسمه. ايه أتمنى كل واحد يتمنى يكون عنده أصدقاء يشاركهم يشارك شنو يصير بيهم عادي يشارك أفراحهم. بس أنا مع الأسف ما عندي صديقات يعني كصديقة هيك شي نسولف مع بعض نلعب مع بعض نتشاقى نتعارك عادي. يعني قصدك عليه؟ أو إذا كان طلعت بعد مستحيل لو هسه يجباد منو ما تقصدها الصور ما ترضى شو اسوي أقبل ما تقبل خط وجهي. هدف يعني تعيش حياتك تكمل طموحك يصير عندك شهادة. من صغرنا لحد كبرنا احنا ما فاقدين هذا الشي. يعني أنا 10 سنوات يلا قدرت أمشي ما أقدر نتألم نقهر نتأذى من داخل بس ما نحكي. ما زالت أمراض كثيرة لعل الله يكتب بعد ذلك أمره هكذا. إنه صعب جدا 2 مو 1 ويراد لهم جهد وعدة اللي رحت خواتي وأمي وساعدوني والحمد لله. لحد الآن هنا شلعان قلب يعني شوفها ماكو راحة بيه 2 ومريضات وهاي أكثر شي دايما مريضة. ولادي من الولادة صار ولادي وياها يعني كيس يسمونه كيس ولادي. أمل بالله بس بعد إحنا الحمد لله كيف بوحدي وأبوها راح رحمة الله بعد ما أقدر أنا بوحدي طريق بعيد لازم أجر سيارة ولازم واحد وياي وبقت هي أكيد غالية والوضع مو هو أبوها متوفي راتب مو مثل قبل أقل شوية والناشد هاي شوية تحتاج عملية مفراس شغلات أنا ما أقدر بوحدي بالنسبة لي ما أقدر. هواي أطفال كلها هنا هواي معوقين هنا. Cette réalité ne se limite pas à Nera Momar, car toute la région est touchée. Nous avons souhaité saisir l'ampleur du phénomène en nous rendant dans les différents services pédiatriques et oncologiques de Bassora, où vivent plus de 3 millions d'habitants.
Mais le ministre de la Santé nous a interdit l'accès aux hôpitaux et les médecins ont refusé de nous parler face caméra. Le système de santé irakien est en faillite. En manque d'effectifs et de financement, il survit grâce à des dons de fondations privées et à l'aide internationale. Pour être soignés correctement, les Irakiens qui en ont les moyens se rendent dans une des nombreuses cliniques privées qui fleurissent depuis des années. Aujourd'hui, un quartier entier leur est même consacré. Khalid Al-Khalid, chef du service pédiatrique et spécialiste des maladies congénitales, a finalement accepté de nous parler, avec prudence. Les maladies congénitales cardiaques sont multifactorielles. Il peut y avoir une prédisposition génétique liée à une exposition à des facteurs environnementaux, comme des éléments chimiques, de l'uranium appauvri ou du pétrole. Il n'existe aucune étude qui confirme ou réfute la responsabilité directe de l'uranium appauvri sur les malformations congénitales. Mais si la question est de savoir s'il y a eu une augmentation des cas de malformations congénitales ici, la réponse est oui. Bassora figure parmi les villes lourdement impactées par l'uranium appauvri depuis 1991. C'est dans cette région que se sont abattus le plus grand nombre de missiles. Sur ces images tournées à Bassora en 2008, à la fin de la guerre, des enfants jouent sans le savoir au milieu d'un des nombreux sites fortement contaminés. Au cours des 2 guerres du Golfe, les Américains ont massivement bombardé des sites stratégiques, civils et militaires, à l'aide de munitions à l'uranium appauvri. Plus destructrices, en explosant, ces bombes libèrent des poussières radiotoxiques qui contaminent durablement les cibles, mais aussi l'environnement. En Irak, plus de 440 tonnes d'uranium appauvri ont été déversées sur plus de 300 sites. Cette toxicité, qui dure plusieurs milliards d'années, continue d'irradier et de tuer. Et en particulier les enfants, dont l'organisme est 4 fois plus impacté par ces polluants. Si en apparence, les traces de la guerre ont aujourd'hui disparu, ce danger bien réel subsiste. S'y ajoute une autre menace pour la santé des Irakiens. La question des résidus de la guerre reste un véritable problème. Mais aujourd'hui, nous avons un problème composite à Bassora. Un terme qui fait référence aux multiples conséquences de la pollution sur l'eau, l'air et la terre. La première source de cette pollution est le pétrole. C'est un enjeu critique que le gouvernement ne souhaite pas aborder et il ne veut pas parler du pétrole et des émissions de gaz, de peur notamment de ralentir les investissements dans ce secteur. Et ce, malgré les nombreuses alertes qui lui ont été adressées par la population, le Bureau des droits de l'homme, de nombreux activistes et qui sont étayés par des rapports d'experts émis par l'université de Bassora et le ministère du pétrole lui-même. Le gouvernement a même fortement conseillé aux activistes de s'abstenir de parler de ce sujet. Moi-même, je vous l'avoue, j'ai reçu indirectement certains avertissements. Mais si le gouvernement continue d'ignorer cette menace, dans 5 ans, Bassora deviendra inhabitable. L'extraction du pétrole libère des gaz toxiques, notamment du dioxyde de carbone et du benzène, qui pourraient être captés et utilisés comme source d'énergie. Mais cela impliquerait des coûts et une réduction de la production de pétrole. Ainsi, les compagnies préfèrent brûler ces gaz qui sont libérés dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le flaring. Ce phénomène, en Irak, est responsable de 11% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Nera Momar et sa région, en plus d'avoir été bombardée à l'uranium appauvri, est assiégée par les compagnies de pétrole et étouffée par ces gaz cancérigènes. Arshad, un enfant du village qui refuse le silence imposé par le gouvernement,
nous expose les conséquences dramatiques de cette pollution. Il y a 2 jours, dans cette maison, il y a une personne qui est décédée du cancer. Ça, c'est l'affiche de son avis de décès. C'était un enfant de 15 ans. Il avait le cancer. Cette maison-là, leur père est également mort du cancer. Il est tombé malade et en moins de 8 mois, il est décédé. Également dans cette maison, ils ont un cas, une jeune femme enseignante qui est malade du cancer. Les maisons avec les cases sont à côté les unes des autres. Là, il y en a une aussi. Et il y a également cette maison où il y avait un cas de cancer. C'était ma sœur. Et ça, c'est notre maison. La maison où elle est morte après avoir souffert. Et à cause de l'absence de traitement. Mon Dieu. Dans cette rue, il y a 130 maisons et plus de 48 cas de cancer, si on ajoute les personnes déjà décédées à celles qui souffrent de la maladie, faute de moyens, abandonnées à leur sort et à leur souffrance. Dans le village, le maire et certains chefs de famille, accablés et dépassés, ne savent plus quoi faire. Le pétrole qui s'échappe avec la fumée retombe sur nos maisons. Oui, il s'échappe en même temps que les flammes, sans se consumer. C'est à cause de l'intensité du pompage. Plus tu pompes vite, moins les flammes ont le temps de consumer les gaz et les matières toxiques. Les gouttes de pétrole tombent sur nos maisons, nos fermes, partout. D'ailleurs, il n'y a plus de plantes. Celles qui survivent sont noircies. De toute façon, plus rien ne pousse ici. Les plantes, les arbres sont contaminés à cause de cette pollution. Aujourd'hui, ce pétrole qui nourrit l'Irak est une épidémie mortifère pour les habitants de Bassora. Et surtout pour nous, les habitants de Neran Omar. Nous avons interpellé les parlementaires. Certains sont venus nous voir, où nous y sommes allés. Nous avons essayé de toutes les manières possibles de faire entendre notre voix. Toujours en vain. Le ministre du pétrole vivait auparavant ici. Il ne peut pas ne pas savoir ce qui se passe. Mais il est parti à Bagdad lorsqu'il a été nommé. Lui, comme d'autres, nous ont fait beaucoup de promesses qu'ils n'ont jamais respectées. Une fois partis, ils ne sont plus jamais revenus et nous ont oubliés. Si on m'aidait à partir, je le ferais immédiatement. Qui peut vivre heureux, entouré de maladies aussi terribles? Mais on n'a pas les moyens financiers de partir. On est pauvre, nulle part où aller. Chaque jour, je vois ma famille mourir devant mes yeux. Et moi, je n'ai pas les moyens de partir, de les emmener loin de cet endroit. Mais ta famille, elle est en train de s'éteindre. Je sais qu'ils sont en train de mourir, mais que veux-tu que je fasse? Et regarde-nous, on a à peine de quoi vivre. Ce pays s'effondre. Mais ces enfants que tu élèves, tu les élèves pour qu'ils soient un jour dévorés par le cancer? Oui, je sais, mais c'est notre gouvernement qui est responsable. Nous sommes ceux qu'ils sacrifient. Sur l'autel de la production de pétrole. Les êtres humains ne comptent pas pour eux. Nos vies n'ont aucune importance pour les compagnies pétrolières et le gouvernement. Tu peux voir juste derrière les champs pétroliers de Neran Omar et le nuage de pollution qui s'en échappe. Tu vois, il y a des jeunes qui jouent au foot juste à côté, dans les gaz toxiques. Les gens vivent au milieu de ça.
Il n'y a pas d'air ici. Lorsque tu respires, ce sont des gaz, pas de l'air. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, l'Irak présente les plus hauts taux de leucémie et de lymphome au monde. Suivant les régions, certains cancers ont été multipliés par 40 ces 30 dernières années. À Bassora, entre 1994 et 2003, l'augmentation des malformations a été exponentielle. Il y en a désormais 14 fois plus qu'à Nagasaki ou Hiroshima. Les champs de pétrole ne sont pas censés se trouver à moins de 10 km des premières habitations. Nous avons contacté 2 compagnies qui ont décliné notre invitation à s'exprimer. Pourtant, des lois existent pour protéger les habitants des effets de la pollution. C'est au gouvernorat de Bassora qu'il incombe de les faire respecter. Le problème, c'est que le pétrole se trouve sous les habitations des citoyens. Il y a des districts entiers qui se situent en zone pétrolifère. Or, on ne peut pas déplacer un district entier. Les sociétés étrangères comme BP, ExxonMobil, Shell et d'autres se comportent ici en ne respectant pas les normes imposées dans leur pays. Elles ne sont pas autorisées à polluer l'environnement lorsqu'elles mènent des opérations d'extraction dans leur pays. Mais ici, elles s'en moquent totalement, ne respectant rien. Le pétrole, c'est la principale source du budget irakien, plus de 90%. Mais il est aussi responsable de beaucoup de problèmes pour nous, notamment plusieurs guerres et des crises. Notre dilemme est qu'on en a besoin pour financer notre développement et notre reconstruction. L'Irak ne peut donc pas se permettre de se fâcher avec ces compagnies de pétrole qui pourraient alors se retourner contre l'État. Surtout en ce moment où nous sortons de la guerre, où la situation du pays reste instable. Les multinationales du pétrole sont tellement puissantes qu'elles peuvent influencer les relations diplomatiques entre l'Irak et les pays occidentaux et ainsi nous créer de nouveaux problèmes. Est-ce que ce sont les compagnies de pétrole qui dirigent l'Irak? Vous savez, ces grandes sociétés ne dirigent pas seulement l'Irak, mais les États-Unis et d'autres pays. يعني داعش لو القوة نافذة علي كلمة ما يقولون قلوبنا نحاكي في بحياتي الخاصة وأحب أشوف قضية الورد أشوف يعني أحب أشوف حدا حلوة ورد وبدي أقطفها وأشم هي يعني شي حلو جميل طبعا حلو. أنا قريبي من سؤال القرآن الكريم يعني نص وأنا بعرف نص. خير والدتي ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي كان وأما ابتلى ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربكم. Gayene pleure son fils Sako.
mort lors de la dernière guerre du Karabakh. 17 autres soldats sont enterrés dans le cimetière d'Artsabet. Niché dans les montagnes de la frontière arménienne, le cimetière domine au loin les premières collines du pays voisin et ennemi, l'Azerbaïdjan. Samuel, le père de Sako, passe tous les soirs ici. Il a cru ne jamais pouvoir se recueillir sur sa tombe. Mort au combat, le corps de Sako est resté prisonnier du champ de bataille pendant plus de 2 mois. Samuel a tout fait pour récupérer la dépouille de son fils. Le 9 novembre 2020, l'Arménie et l'Azerbaïdjan signaient sous l'égide de la Russie un accord de cessez-le-feu qui mettait fin à 44 jours de guerre au Haut-Karabakh. Cette région peuplée d'Arméniens fait l'objet d'un conflit territorial entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis une trentaine d'années. En 1994, une guerre sanglante éclate entre les deux pays et fait plus de 30 000 morts et 700 000 déplacés azéris. Les Arméniens prennent alors possession du Karabakh et d'une partie des territoires de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, la victoire de l'Azerbaïdjan a permis au pays de récupérer les terres qu'il avait perdues en 1994 et de contrôler la partie sud du Haut-Karabakh. Une force de maintien de la paix composée de près de 2000 soldats russes est désormais déployée dans la région en attendant l'évolution des négociations. 6 mois après la fin de cette guerre, le séisme de la défaite continue de faire trembler la société arménienne. On dénombre près de 3500 morts et toujours plus de 1600 soldats portés disparus dont les corps sont aujourd'hui en territoire azerbaïdjanais. Les équipes de recherche arméniennes sont débordées alors que la récupération des corps est encore aujourd'hui soumise à de nombreuses contraintes. Pour beaucoup de parents comme Samuel, qui avaient toujours l'espoir que leur fils soit en vie, l'attente était devenue intolérable. Ils ont alors décidé de prendre les choses en main. Ես Ռուսաստանի Դաշնությունից գալիս եմ որ գնամ իր մոտ։ Մորը ոնց ասեմ պահանջ դնելով, չգիտեմ ինչ անելով, որ ես չգնամ իր մոտ։ Եթե ես գնամ իր մոտ, ինքը դիրքերը լքելու է, որտեղ ինքը չկար իմ հետ։ Սարայի կամ ինքը չէր ուզում, որ ասենք ես գնայի անցնեի նրա մեջով, ինչը որ մեջով ինքն էր ասում։ Samuel apprend 2 jours après ce dernier appel que son fils est sûrement mort sur le front sud à Hadrout. Les forces azéries occupent la position. Après le cessez-le-feu, il part au Karabakh, décidé à retrouver Sako avec l'espoir irréel qu'il soit encore en vie, blessé ou prisonnier. Sur place, lui et d'autres parents réalisent qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Ու մենք ծնողներով ամենքս դառել էինք, ոնց ասեմ, այդ Շերլոք Հոլմս։ Մանեն գան ամենքս մեր բալակին։ Ամենքս գտել ենք մի հատ թել, ու այս թելը սենց փաթաթելով, կծիկանելով, վազում ենք մեր երեխեք հետևից։ Des groupes de parents se forment et partent en territoire ennemi dans les recoins montagneux du champ de bataille. Lors d'une de ces sorties, un des pères parvient à communiquer avec son fils. Ils sont à peine à 200 mètres de distance.
Ու երբ որ այդ երեխեն գոռում են գորյան, ասում են քեզ ձորոմի 50 մետր իջնես, 200 մետր բարձրան, ասում են քեզ ստե կդիմավորենք, այս երեխեն չեկավ։ Իրա ծնողին ասելով, որ իրա հետ կա ևս 4 վիրավոր, իրա նման, տենց արվեստաղերք, մեր հայ բալեքը, մեր հայ հերոսները, որ ինքը չէր կարի անց մենակ թողնիկը։ Ու մենք Սաղասեն ինչքան ծնող որ կար, Սաղասեն հույսով սպասում ենք, որ մեր բալն իրենց հետ է։ Այդ մի վիրավոր բալն, այդ իմ Սաքոնն է, այն մյուս Սաքոնն է, Արմենն է, Պողոսն է, Էրիկն է։ Son fils n'était pas parmi les blessés. Les semaines passent après la signature du cessez-le-feu. L'espoir de retrouver des soldats vivants diminue chaque jour. Le 20 décembre 2020, un miracle se produit. Un groupe de 6 soldats âgés de 18 à 22 ans est retrouvé par les équipes de secours officielles après avoir passé 70 jours cachés dans les montagnes et la forêt. Arman est un de ces rescapés. Perdu derrière les lignes ennemies pendant plus de 2 mois, le jeune soldat a failli mourir de faim et de froid. Ses pieds ont gelé. Il a perdu ses orteils et marche aujourd'hui avec une canne. Dès les premiers jours de guerre, Arman et ses compagnons se retrouvent isolés et encerclés par l'ennemi. Au début, il arrivait que nous nous cachions dans les maisons. Et puis avec le temps, nous avons fini par comprendre que nous n'étions pas en sécurité dans les maisons. Nous avons commencé à nous cacher dans les forêts, les montagnes, les gorges. Vraiment partout où on pouvait, dans les endroits où personne n'allait se dire qu'on pouvait s'y trouver. Pour se nourrir, les soldats vidaient les frigos et les placards des maisons abandonnées par la population fuyant les combats. Arman et ses amis n'avaient que quelques cuillères de riz et quelques gorgées d'eau par jour. Pour certains d'entre nous, il était vraiment très probable qu'on ne s'en sorte pas. Dans ma tête, je me parlais à moi-même. Je me disais que ma vie, c'est comme un film. Je suis le héros principal du film et le héros principal ne peut pas mourir. C'est sûr, je vais m'en sortir. L'histoire d'Arman et de ses camarades va susciter un immense espoir chez les parents des soldats portés disparus. Samuel veut encore y croire et continue à chercher son fils dans les montagnes. Ավել լավա չմերեն, որ վիրավորների կամ գերիների մեջ գտնեին։ Ես չգիտեմ ցավոք սրտի, թե ասուկամիջում մենք գտանք մեր որդու մարմինը։ Գոնե որ այսօր մենք կարող ենք գտանք ողբանք, մեր հարգանքի տուրքը մատուցանք, մեր բալեքին, մեր հայազգին։ À Yerevan, la capitale du pays, la défaite a engendré une crise sans précédent. La perte des territoires, l'afflux de réfugiés, les destructions de la guerre. Le bilan des pertes humaines est considérable pour ce petit pays de 3 millions d'habitants. Beaucoup se demandent si leurs enfants ne sont pas morts en vain. Une partie de la population tient pour responsable de la défaite le Premier ministre Nicole Pachinian, qui aurait signé trop vite les accords de cessez-le-feu. Traître pour certains, icône de la démocratie pour d'autres, Pachinian est sur la sellette. Et la société arménienne est aujourd'hui profondément divisée. Le 1er mars, Pachinian décide de rassembler ses troupes place de la République pour rassurer son électorat. Dans la foule, Eva, étudiante de 18 ans, assiste au discours avec ses parents. Grégorian, son père, était combattant volontaire pendant la dernière guerre. մեր հերոսական սպաները եւ մեր զոհերը նրանց հարազատները նրանց մայրերը նրանց հայրերը նրանց կանայք եւ երեխաները
խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Եվ եթե կարող եք, ներեցեք մեզ մեր բոլոր սխալները։ Je ne suis pas venue ici pour, je ne sais pas, défendre Pachinian ou l'opposition, que je ne soutiens pas. Je suis ici tout simplement car je sais que ma famille a choisi ce gouvernement. Je l'ai choisi aussi et je considère qu'on représente une partie du peuple. Ce jour-là, Pachinian annonce la tenue d'élections anticipées qui se tiendront le 20 juin. Dans une tentative d'apaisement, il accepte fin mars de démissionner, tout en assurant ses fonctions par intérim. En Azerbaïdjan, les territoires reconquis ne sont pas encore habitables. Pendant une trentaine d'années, les forces arméniennes ont utilisé les régions qui entourent le Karabakh comme une zone tampon de sécurité. Sur la ligne de contact, les champs de mines représentent un danger invisible et permanent. Plus d'une douzaine d'explosions accidentelles auraient aujourd'hui coûté la vie à des dizaines de personnes, principalement des civils. Beaucoup d'entre eux bravent malgré tout le danger, comme Khalid Umbetov, maire de la ville de Soukhouvouchan, pressé de redécouvrir sa maison natale qu'il a dû quitter en 1990 devant l'avancée des forces arméniennes. Nous allons tout droit vers notre village. On est de retour dans notre mère patrie. C'est ma perle du Karabakh. Khalid a réussi à obtenir une autorisation. Un sésame sans lequel personne ne peut passer les nombreux checkpoints qui jalonnent la route. Les gens vivaient très bien ici. Il y avait beaucoup d'opportunités économiques. Mais les Arméniens n'ont rien fait depuis 1992. Toutes ces maisons sont en très mauvais état. Les constructions datent de cette époque. Les nouveaux bâtiments, c'était seulement pour les soldats arméniens. Rien n'a été fait pour les civils. Cette zone tampon était restée depuis 30 ans une zone militaire. Au bout de ce paysage lunaire, la maison de Khalid est au bord d'un lac. Une maison chère à son cœur. Son père et son oncle l'ont construite ensemble. Après avoir été occupée par des militaires arméniens, elle est aujourd'hui occupée par des militaires azéris. La zone est toujours interdite aux civils. Il doit demander l'autorisation de pénétrer dans sa propre maison. Il y a beaucoup de travail, mais nous allons reconstruire notre vie ici. J'ai 3 jeunes enfants qui veulent vraiment venir, mais nous ne pouvons pas les amener à cause des mines pour le moment. C'est toujours une zone militaire, vous savez. Mais je veux absolument venir ici avec mes enfants parce qu'ils sont très intéressés par la terre de leurs grands-parents. On nous voit comme des déplacés internes, mais dès qu'on entrera dans cette maison, on laissera ce statut derrière nous et on redeviendra des citoyens à part entière. Nous voulons que les gens vivent heureux et en paix dans cette région. Jusqu'à présent, notre État a dépensé tous ses bénéfices en armement, parce que 20% de nos terres étaient sous occupation. Mais ça va changer. Grâce à son industrie pétrolière, l'Azerbaïdjan est un pays riche. Bakou, sa capitale, est le symbole de cette vitalité économique. Ses moyens financiers l'autorisent à de grandes ambitions pour les territoires reconquis. Depuis la victoire, le pays s'est lancé dans une course à la reconstruction.
À Fizouli, ville symbole et martyr de la guerre, le président Aliyev a ordonné l'ouverture de grands travaux. Les bulldozers préparent les futures pistes d'un aéroport international à l'image des intentions du pays. Redonner un rayonnement économique mondial à cette région sinistrée. Au début de la guerre, les combats les plus intenses se déroulent autour de Fizouli. Les soldats arméniens sont décimés par les drones et l'artillerie adverse. La ville, qui comptait 17 000 habitants avant 1994, est aujourd'hui un fantôme de pierre, dressé sur un champ de mines. Mustafayev Rahim, responsable du chantier de construction de la nouvelle centrale électrique qui alimentera la future ville, rappelle chaque jour à ses ouvriers les risques auxquels ils s'exposent et la mission qui est la leur. Si seulement vous aviez vu le nombre de mines recueillies sur notre trajet. Vous devez prêter attention à chacun de vos pas, être sur vos gardes en permanence. Nous sommes ici pour servir nos terres tant attendues depuis 30 ans. Ceux qui sont venus avant nous pour les libérer nous ont confié ces terres afin que l'on achève leur œuvre. Quand je suis arrivé ici, j'ai vraiment été marqué par l'ampleur des destructions faites par nos ennemis jurés. Tous les édifices sont détruits. Il n'en reste pas une seule pierre. Mais être ici, c'est le rêve de chacun d'entre nous. C'est une chance d'avoir la possibilité de retourner sur nos terres et de pouvoir leur redonner leur éclat d'autrefois. Tout ça nous encourage et nous sommes prêts à tripler, voire quadrupler nos efforts dans le but de réaliser notre objectif. Dans les territoires reconquis, des dizaines de lieux de culte arméniens sont repassés sous contrôle azerbaïdjanais. Les autorités se sont lancées dans une bataille historiographique pour faire passer les églises arméniennes dans le patrimoine d'une minorité chrétienne azérie, fidèle à Bakou. C'est le but que s'est fixé ce groupe de chrétiens azéris, en se rendant au monastère de Tsitirnavank, jusqu'ici arménien. Accompagné d'une escorte militaire, le groupe doit traverser une zone protégée par les forces russes de maintien de la paix. Les autorités azéries ont prévu un événement médiatique. Les Russes, peu sensibles à ces manœuvres politiques au détriment des Arméniens, imposent leur autorité dans la zone qu'ils protègent. Arrivé au checkpoint, le cortège est bloqué. Un officier azéri tente de négocier, mais ici ce sont les Russes qui décident. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous avez bien 2 bus militaires et un minibus sur la liste? Quoi? J'ai pas compris. Vous avez sur votre liste de passage 2 bus militaires et un minibus. 2 bus? Je comprends pas. Si, normalement vous avez une liste avec les autorisations pour nous laisser passer. Pour l'instant, vous n'avez pas de permission. On va voir ça plus tard. S'il vous plaît, reculez tous! Laissez de l'espace! Allez derrière les voitures, sinon on va rester bloqué ici pendant encore 1 heure! Le commandant de la base arrive pour gérer la situation. Je ne sais pas ce qui se passe. Je viens tout juste d'arriver. Laissez-moi le temps de me renseigner, colonel. C'est qui les autres là? 50 journalistes. Quoi? 50 journalistes pour accompagner 13 pèlerins? Vous savez quoi? Les pèlerins, je vous laisse passer. Mais les journalistes, c'est hors de question. Après 1 heure de négociation, le cortège avec la presse finit par passer. Les chrétiens organisent leurs prières devant la pléthore de journalistes qui les suivent. Le gouvernement azéri cherche à démontrer que les lieux de culte arméniens et leurs églises séculaires appartiennent à une autre communauté. L'enjeu pour Bakou, démentir l'antériorité historique des Arméniens au Karabakh, ce qui soulève une vague d'indignation en Arménie. Si personne ne parle encore de réconciliation, pour Khalid, la politique de la main tendue devrait être une évidence pour les gens de sa génération.
Un discours inattendu, mais qui se nourrit encore des antagonismes historiques et idéologiques. Pour nous, il importe peu que les Arméniens vivent ici. Ils doivent simplement accepter l'État azerbaïdjanais. Ces terres sont les terres de l'Azerbaïdjan, mais tout le monde peut y vivre. Nos ancêtres vivaient côte à côte, et il n'y avait aucun problème de vivre ensemble. Nous vivions comme de proches voisins. Nous pouvions même nous prendre du pain l'un à l'autre quand nous n'en avions plus. Mais ce sont les terroristes et les idéologues arméniens qui ont déclenché cette guerre. Aujourd'hui, l'Arménie doit cesser sa politique de haine envers les Turcs et les Azerbaïdjanais. En Arménie, les Azerbaïdjanais sont souvent désignés comme des Turcs. Les Turcs n'ont jamais reconnu le génocide de 1915. Une méfiance héréditaire est inscrite dans la mémoire arménienne. Malgré tout, les paroles de Khalid semblent étonnées par son esprit de concorde dans l'immédiate après-guerre. La nouvelle génération qui a grandi dans la défiance du voisin conquérant ne tient pas le même discours. Dans l'intimité de son foyer, les enfants de Khalid ont des paroles beaucoup moins mesurées que celles de leur père et beaucoup plus proches de la doxa officielle du régime autoritaire de Bakou. Ona görə bizim öz gücümüz bir daha təsdiq olundu. Ermənilər bizim torpaqları 1992-ci ildə ələ keçirmişdi. 1992-1993-cü illərdə biz öz qədim torpaqlarımızı yenidən özümüzə tabe etdik. Yəni oralar Qarabağ bizim idi. Amma erməni terroristlər tərəfindən buranı işğal eləmişdilər. Mənim üçün müharibə soyqırım kimi, bizə ermənilər soyqırım yaradıblar, bizim neçə dənə insanlarımızı öldürüblər. Onlar terroristlər. Biz Ali Baş Komandan sayəsində o torpaqlara geri qayıdacağıq və orada yaşayacağıq. Difficile pour cette génération, nourrie par la peur et la haine de l'autre, d'imaginer que leurs parents aient pu un jour vivre aux côtés des Arméniens. Əvvəllər dostumuz idi. Ona görə bir yerdə yaşamağa məcbur idilər də. Amma indi düşməndilər bizə. Ona görə də yaşamaq istəmirik. Vous voyez, la guerre, ça a affecté la psychologie des enfants. Un enfant qui a connu la guerre dans sa vie s'en rappellera tout le reste de son existence. Des deux côtés de la frontière, l'avenir semble lui aussi miné par des années de guerre meurtrière et d'endoctrinement patriotique. La voie des négociations s'engage aujourd'hui sur un chemin tracé par la douleur des vaincus et l'orgueil des vainqueurs. La médiation russe, dont les motivations réelles soulèvent autant de questions à Yerevan qu'à Bakou, pourra-t-elle suffire à bâtir solidement une paix durable dans les montagnes du Haut-Karabakh?